Bonjour à tous, merci d'être là. Je suis contente qu'il y ait autant de monde. Et nous avons aussi du monde en distanciel, en Zoom, donc c'est vraiment très agréable et très sympathique. Donc aujourd'hui, on est très content d'accueillir le professeur... Tu me dis quoi, Étienne ? Faut que je me mette là ? Oh, bah s'il ne me voit pas, c'est pas grave. Hein. Le professeur Bagayoko, qui vient de Bamako au Mali et de l'Université des sciences, des techniques et des technologies donc de Bamako. Nous avons profité de sa venue à Bordeaux parce qu'il vient pour un jury de thèse, donc nous en avons profité pour lui demander de venir nous parler de ses travaux. Alors, le professeur Bagayoko est à la fois médecin et a aussi un doctorat en sciences en informatique médicale. Et donc, il est donc spécialisé dans tous les problèmes de télémédecine et de télésanté. Il a cofondé dans les années 2000 le réseau en Afrique francophone pour la télémédecine qui réunit à peu près environ 18 pays d'Afrique francophones dont il est le coordinateur. Donc ces activités se concentrent sur la téléconsultation, sur la téléexpertise et aussi sur la téléformation, ce qui est très important, et touchent des domaines très différents en médecine comme la cardiologie, la gynécologie, l'ophtalmologie, la dermatologie, enfin il vous expliquera ça mieux que moi. Donc, selon le professeur Bagayoko, la télémédecine peut être vraiment une aide précieuse dans le système de soins, dans la prise en charge médicale, surtout lorsqu'on a des problèmes d'éloignement et de personnes qui sont éloignées du système de santé ou qui vivent dans des zones très isolées. Et donc, effectivement, la télémédecine, plus globalement, pourrait être un moyen de relever les défis de santé publique dans les prochaines années concernant les pays du Sud. Donc, il va nous parler aujourd'hui donc de son expérience en télémédecine comme outil d'équité d'accès aux soins et aux services de santé en Afrique subsaharienne. Voilà. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui ont permis la réalisation de ce séminaire. C'était un peu compliqué. Donc, bien sûr, en premier, notre directrice, Simone Matounin-Pédissier, qui a permis ça. Et je voudrais aussi remercier Marie-Hélène Carrère, qu'on ne remercie pas souvent, mais qui a été aussi très active, et parce que ça a été un petit peu compliqué. Voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Sylviane, bonjour à tous. Merci de me donner l'occasion de parler d'un sujet qui est important, en tout cas, je sais pour la France, pour d'autres pays occidentaux, mais particulièrement pour l'Afrique. Donc c'est pour cela, pour nous, la télémédecine peut être un outil d'équité d'accès aux soins pour les pays africains. Alors, je commence ce serait une présentation, pas une présentation magistrale, mais une présentation basée sur les images des vécus réels sur le terrain en Afrique. Donc, le contexte se présente de cette manière. Je pense que cette carte de l'OMS doit être actualisée. Toutes les parties où on voit en orange ici sont réputées être des zones où il y a une crise des professionnels de la santé. Quand on dit professionnels de la santé, il s'agit des médecins, il s'agit des sages-femmes, il s'agit d'infirmiers. Et si nous prenons l'exemple du Mali, qui n'est pas différent d'autres pays en Afrique subsaharienne, quand on prend le ratio professionnel de la santé population pour 10 000 habitants, on voit que l'OMS recommande à peu près 23. Et quand on regarde le ratio du Mali, ouais, on est à 6, donc plus que au rouge comme indicateur. Et ce fossé va se creuser lorsqu'on quitte les capitales pour aller à l'intérieur du pays. Bamako, qui est la capitale du Mali, voilà, est à 17 pour 10 000 habitants. Mais lorsqu'on va à Taoudenit, au nord du Mali, on est à 2 pour 10 000 habitants. Donc au fur et à mesure qu'on progresse à l'intérieur du pays, au fur et à mesure il y a plus de distance, au fur et à mesure ce fossé va se creuser. Et là on est devant une salle d'hospitalisation d'un hôpital de district. Quand on dit hôpital de district au Mali, c'est un district va couvrir environ 200 000 à 300 000 habitants. Et dans ces hôpitaux de district, c'est les mêmes problèmes. On est confronté à toutes sortes de défis. Manque de ressources financières, c'est ce qu'on évoque le plus souvent, mais il y a un manque de toutes sortes d'infrastructures, surtout manque de ressources humaines.
Et surtout, quand on dit ressources humaines en santé, les spécialistes surtout vont être plus rares lorsqu'on quitte la capitale. Si on prend l'exemple du Mali, on est à peu près entre 80 et 90% des spécialistes qui sont concentrés dans la capitale. Ça veut dire qu'il y a certaines spécialités médicales, lorsqu'on quitte la capitale, on ne peut pas les retrouver. Et c'est dans ce contexte que, depuis qu'on était étudiant en fac de médecine, que nous avons commencé à réfléchir avec d'autres partenaires, notamment ceux de l'Université de Genève, à comment on pourrait faire en sorte pour adresser ces problèmes. Parce que nous, nos aînés, quand ils nous venaient de l'intérieur du pays, lorsqu'on était en faculté, ils nous disaient, lorsque vous finissez la faculté de médecine, faites tout pour ne pas être affecté à l'intérieur du pays. Parce que non seulement vous serez isolés sur le plan humain, ceux qui vous ont formé n'arriveront plus à continuer à vous former de façon continue, vous n'arriverez pas à communiquer avec votre famille et les aspects financiers sont moins importants. Donc faites tout pour vous maintenir dans la capitale. Donc ça a été un déclic avec l'avènement de l'Internet en l'année 2000 au Mali pour essayer de réfléchir comment on va utiliser la télémédecine pour non seulement permettre d'encourager à ceux qui vont aller à l'intérieur du pays, mais aussi pouvoir adresser les problèmes dans ces zones-là. Et au niveau du RAFT, nous avons deux activités principales. Une activité concentrée surtout sur la téléexpertise et la formation à distance. En termes de téléexpertise, évidemment, en 2000-2002, on n'avait pas d'outils sur le marché qui pouvaient fonctionner avec les faibles débits Internet en Afrique. Ce qui nous a amené à développer une plateforme de téléexpertise qu'on appelle Bogu, qui fonctionne avec des faibles débits Internet, qui va fonctionner comme un forum sécurisé sur Internet et qui fonctionne avec des communautés organisées sous forme de communautés de pratiques. Donc soit on a l'Internet, on peut l'utiliser directement, soit on n'a pas l'Internet, mais qui va fonctionner aussi en hors-ligne. Et pour utiliser cette plateforme, on a différentes applications, c'est-à-dire différents domaines de santé. Là, nous sommes au Cameroun, dans un hôpital de district aussi. Vous voyez, ça peut être marrant pour ceux qui sont en France. On fait la publicité de l'échographie dans un hôpital de district censé prendre en charge 200 000 à 300 000 habitants. Mais c'est une réalité. Ce premier outil de suivi ou de diagnostic pour des cas d'urgence gynéco-obstétrique est rare dans ces hôpitaux de district. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsque une femme arrive en situation d'urgence obstétricale, on est obligé de référer la dame à des milliers de kilomètres, des fois des centaines de kilomètres, pour juste faire une échographie. Et dans ce sens, notre première réaction était de se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas former les médecins généralistes qui sont dans ces zones, ou les sages-femmes, les infirmiers, pour juste bien faire un examen échographique et de distinguer un examen normal d'un examen anormal, à partir du moment où il y a des doutes sur la normalité de l'examen, d'envoyer l'examen via la plateforme de télémédecine aux spécialistes qui sont concentrés dans les capitales, qui peuvent dire, voilà la conduite à tenir, ce n'est pas la peine d'envoyer cette femme à des centaines de kilomètres pour juste venir faire un examen. Et cela, on l'a commencé dans quelques hôpitaux de district au Mali et ça a bien marché. Voilà un exemple sur le premier hôpital de district que je vous montrais au début de ma présentation, qui est situé seulement à 160 km de Bamako. Mais l'état du réseau routier est tel que 160 km, si on ne veut pas être suicidaire, il faut le faire au moins en 3h30 parce que l'état de la route est vraiment désastreux. Donc, vous voyez, dans cet état de réseau routier, lorsqu'on va essayer d'évacuer une femme qui est en urgence obstétricale, des fois, c'est des évacuations qui sont coûteuses, non seulement en argent, mais aussi en perte de vies humaines. La même expérience a été répétée dans d'autres hôpitaux des districts, notamment dans le pays d'Ogon, cette fois-ci à 875 km de la capitale. Et ce qui est marrant, c'est que ce projet a permis à d'autres femmes, à certaines femmes enceintes qui étaient peut-être à leur 5e, 6e grossesse, de voir pour la première fois qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur du ventre. Sur le plan social, je pense que c'est un effet aussi qui est considérable.
Le même projet a été répété en Guinée, dans certains hôpitaux des districts, mais avec ce projet aussi, on apprend, notamment dans cet hôpital des districts de la Guinée-Conakry, qui est plus proche de la capitale malienne que de la capitale guinéenne. Donc tous ces pays qui constituaient un seul pays dans le temps. Donc s'il manque de gel échographique, ils ont meilleur temps de venir dans la capitale malienne que d'essayer d'aller dans la capitale de la Guinée. C'est pour cela, une fois ils étaient en rupture de gel, ils ont utilisé le beurre des karités, et depuis on a essayé de tester ça avec les radiologues. Et on a vu que finalement, c'est les mêmes sensibilités. La seule différence, quand on utilise le beurre de karité, il faut nettoyer rapidement les sondes échographiques parce que ça peut faire des crasses après. Donc ça veut dire qu'on apprend aussi avec ces projets. Donc c'est très simple en termes d'application. On fait l'examen échographique avec des outils qui sont portables, mais des technologies qui sont aussi frugales, parce qu'on sait que l'énergie, même dans nos capitales, des fois c'est un problème. Lorsqu'on est à l'intérieur du pays, il n'y a pas de courant continu. Donc on utilise des outils qui peuvent avoir une certaine autonomie d'énergie. Que ce soit l'échographie portable, où la batterie peut tenir pendant 8 heures, que ce soit l'ordinateur portable, ou que ce soit d'autres outils comme le téléphone, parce que l'application fonctionne non seulement sur le web, mais aussi sur le téléphone. En termes d'impact, nous avons essayé d'évaluer ces projets au Mali, notamment sur la télééchographie, en comparant les zones qui bénéficiaient du projet avec d'autres hôpitaux du district qui ne bénéficiaient pas du projet. Et ce que nous avons appris sur le plan médical et sur le plan économique, ces projets sont très bénéfiques parce que si la conclusion de cette étude qui a été réalisée sur une activité de 9 mois, sur 205 patients, on est arrivé, au moins sur le plan économique, à faire économiser à peu près 100 000 € aux patients en 9 mois. Bien évidemment, lorsqu'on est en France, ce n'est pas un gros montant, mais lorsque les gens vivent avec 1 euro ou moins d'1 euro par jour, on se rend compte que là, ce sont des grosses sommes qu'on permet d'épargner. Sur le plan médical aussi, ceux qui ont été formés en termes de délégation des tâches, on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'ils posent leur hypothèse diagnostique qui est confirmée par les spécialistes à distance, ils apprennent. Et la concordance diagnostique frôlait 98% au bout de 2 années d'activité de projet. Mais aussi l'un des problèmes dans nos pays, je l'ai déjà évoqué, c'est que les zones isolées n'attirent pas beaucoup de monde. Si les gens partent, ils veulent pas rester pendant longtemps. Donc on a vu aussi que ces activités, lorsqu'on renforce les compétences de ceux qui sont là, parce qu'ils vont apprendre de nouvelles compétences, et les examens échographiques ou d'autres types d'examens vont être payants, ils vont avoir aussi d'autres types d'entrées en termes d'argent, donc ça leur motive plus d'aller dans ces zones, mais aussi à rester un peu plus longtemps dans ces zones-là. La santé maternelle n'est pas la seule application. Actuellement, il y a un projet phare, surtout dans la zone Afrique subsaharienne, qui a commencé au niveau du Mali, qui est la dermatologie. Si je prends l'exemple du Mali, on n'a pas plus d'une vingtaine de dermatologues. Ils sont presque tous dans la capitale ou dans les régions plus proches de Bamako. Et il y a un seul hôpital dermatologie qui est situé dans la capitale. Et actuellement, on a 95 centres à l'intérieur du pays qui sont connectés à ce seul hôpital dermatologique. Ce besoin est accru au Mali par la crise sécuritaire. Parce que toute la zone qui est située un peu au nord du Mali, les gens n'osent pas, même s'ils ont des moyens, essayer de voyager pour des évacuations sanitaires actuellement. Donc là, ce même projet est répliqué actuellement au Togo avec plus de 50 centres, en Mauritanie, au Niger et dans d'autres pays. La troisième application qu'on peut parler qui est en test au Sénégal, c'est la téléophtalmologie pour lutter contre la rétinopathie diabétique. C'est-à-dire il y a des appareils où on est capable de faire des fonds d'œil, mais on n'a pas de spécialistes sur place pour interpréter ces fonds d'œil.
Donc, les centres, les gens sont formés pour faire des fondés. Et l'aspect qu'on a ajouté cette fois-ci à ce projet, c'est l'aspect intelligence artificielle. Cet aspect, on essaie de faire un peu plus attention parce qu'on ne veut pas une intelligence artificielle qui peut amener de la dérive. Donc, c'est pour ça, au niveau de ce projet, c'est que les choses sont validées par les experts d'abord dans un premier temps. Donc tout ce que l'intelligence artificielle peut interpréter, parce qu'un spécialiste n'est pas tout de suite disponible, donc peut donner les premiers éléments aux professionnels de la santé, mais tout est vérifié après et validé par les spécialistes. Et à partir de la machine, l'intelligence artificielle peut donner des premières hypothèses diagnostiques, mais après vérification avec le spécialiste, on dira si effectivement le résultat qui a été donné par l'intelligence artificielle est validé ou pas. Si on prend ces quelques activités sur l'année 2022, on voit qu'il y a eu plus de 10 000 cas à travers ces activités qui ont été prises en charge. Donc, c'est-à-dire qu'on a évité des évacuations sanitaires pour à peu près plus de 10 000 personnes et plus de 45 000 messages qui ont été échangés. La dernière activité qui est en termes de télé-expertise qui est en perspective, c'est l'activité de lutte contre le cancer. Bien évidemment, c'est encore un peu plus compliqué dans notre contexte. Là, c'est un projet qui est issu de notre diplôme universitaire, parce que dans ce diplôme, on essaie de mettre en phase les professionnels de la santé, ceux qui font l'informatique et ceux qui sont au niveau des décisions des pays. Donc, pour réfléchir à des problèmes auxquels le numérique peut apporter une solution, mais des problèmes qui tiennent la route sur le plan métier, sur le plan technique, mais aussi sur le plan stratégique. Est-ce que ces problèmes sont alignés sur les priorités de santé du pays? Donc là, il y a un projet qui est issu de ça, qui se propose de relier 3 régions du Mali en termes de télépathologie. C'est-à-dire, le but est de former les agents de santé à bien faire une lame. Une fois que la lame est faite, de les former sur les plateformes de télémédecine et de leur permettre de scanner ces lames et d'envoyer sur la plateforme de télémédecine pour permettre aux spécialistes de pouvoir interpréter et de donner des premiers diagnostics. Évidemment, il faut connaître là où est-ce qu'on met le curseur. Il ne suffit pas de poser le diagnostic. Il faut faire dans les endroits où on est sûr d'avoir un minimum de personnel qui peut réaliser aussi la prise en charge. Donc si on réalise le diagnostic pour réaliser, ça ne sert pas à grand chose. Donc il faut vraiment savoir où est-ce qu'on met le curseur pour réaliser ces activités. La deuxième activité au niveau de RAF, c'est la formation continue. Aussi, quand on commençait cette formation médicale continue, ce n'est pas encore une obligation dans beaucoup de nos pays, mais on a vu que ça a un impact pour essayer de maintenir à niveau les professionnels de la santé. Là aussi, à l'époque, on n'avait pas d'outils équivalents qui peuvent fonctionner avec les faibles débits Internet. Donc, ça nous avait amené à développer une plateforme qu'on appelle Doodle, qui fonctionne sur web aussi et sur le téléphone mobile maintenant. Il peut fonctionner avec 30 kilobits seconde, donc qui fonctionne avec un débit plus faible que ce que peut permettre Zoom. Donc là, c'est l'exemple d'une formation au Libéria. Bien entendu, le nom du réseau doit évoluer, changer. Ce n'est pas que les pays francophones actuellement qui utilisent ces activités et ce n'est pas que les pays africains. Donc le réseau est utilisé aussi par les pays de l'Amérique latine comme la Bolivie ou d'autres pays comme le Népal. Et la plateforme fonctionne de façon simple, mais qui va être un peu moins dynamique parce que ça permet à l'orateur de donner des cours à distance. Ceux qui sont en train de suivre ne peuvent intervenir que par messagerie instantanée. L'autre chose que nous avons appris dans ce réseau, c'est de se dire que le savoir, au départ, quand on est dans les facs de médecine, on apprend qu'avec en général des livres de médecine qui sont édités dans les pays du Nord.
Mais, sauf que la prise en charge du patient est contextuelle. Un exemple, lorsque je viens à l'hôpital à Bordeaux, j'ai dit, docteur, j'ai des céphalées intenses, je pense qu'il peut se permettre de me prescrire peut-être un scanner, il va se dire que peut-être dans les 24 heures, là, le résultat. Mais si vous êtes dans le pays d'Ogon, au Mali, docteur, j'ai des céphalées intenses, il faut que le médecin soit vraiment fou pour prescrire un scanner. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas de scanner sur place, il sait que si je pars même dans les régions où il y a des scanners, il y a une forte chance que le scanner soit en panne 2 fois sur 3. Donc, il ne peut pas se baser sur ces résultats. Donc, sa bonne pratique serait de poser des bonnes questions, d'avoir des bonnes réponses pour pouvoir me soulager. Et là, on a appris que ce même phénomène peut exister dans le pays du Nord. Quand j'ai passé 13 années de ma vie professionnelle et universitaire à Genève, et on avait eu un cas, une suspicion de lèpre aux hôpitaux universitaires de Genève. Sauf que les dermatologues n'avaient jamais vu dans leur pratique un cas de lèpre. Donc là, c'était l'Institut Marchou de Bamako qui était venu au secours. Donc effectivement, c'était un cas de lèpre, parce qu'on sait que théoriquement, la lèpre a disparu dans la littérature occidentale depuis un siècle maintenant. Et depuis, les cours de dermatoléphrologie en médecine tropicale sont donnés depuis le Mali vers les étudiants de l'Université de Genève qui vont choisir de faire la médecine tropicale. Donc ça veut dire que ça nous a permis aussi de dépolariser un peu le savoir en termes de santé. Ceci dit, l'aspect sud-sud reste un aspect très important parce que, comme je l'ai dit, la pratique de la médecine est contextuelle. C'est pour ça que les activités de téléradiologie ou télééchographie qui ont commencé au Mali, on voit avec le professeur Touré du Mali ici, qui est en train de former des gynécologues et des médecins généralistes en Mauritanie. Bien sûr, c'était le cas pour d'autres pays. On interprétait les cas depuis le Mali, les cas du Tchad depuis le Mali, parce que simplement, dans tout le Tchad, il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas un seul radiologue qui exerçait sur place. Donc tous les cas étaient interprétés depuis le Mali. Ce réseau n'est pas que virtuel, c'est aussi un réseau humain, parce que la télémédecine, vous le savez mieux que moi, c'est de l'organisation, ce n'est pas que la technologie. Et d'ailleurs, la technologie, je dirais, a un aspect moins important que les aspects organisationnels. Donc c'est aussi un réseau humain qui s'est réuni avant, bien entendu, la situation Covid, chaque année ou chaque 2 ans, pour essayer de faire l'état des lieux de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Alors, les leçons que nous avons apprises de ces années d'activité, de cette vingtaine d'années d'activité de télémédecine, c'est que, évidemment, la télémédecine est un outil d'équité, mais pour que cet outil puisse être bénéfique, il faut définir les projets sur la base des besoins. Il ne faut pas qu'on ne définit pas sur la base des technologies, des outils qu'on a. On définit les besoins, ensuite on trouve les technologies qui peuvent être appropriées à la situation. Et l'aspect organisationnel est très important pour raccourcir les délais entre la demande et la réponse. Parce que si les gens sont à des milliers de kilomètres et qu'ils posent des questions, s'ils sont obligés d'attendre de nombreux jours pour avoir une réponse, bien évidemment, il n'y a pas l'effet qui est escompté. Donc l'aspect organisationnel est très important dans la mise en œuvre de ces activités. Il faut adapter aussi la technologie. Je pense qu'on l'a déjà dit, il faut des technologies frugales dans nos pays. Je pense que ce n'est pas un souhait. On voit que même en France ou dans d'autres pays, on commence à dire qu'il faut baisser l'utilisation de l'électricité. Peut-être qu'il y en aura besoin aussi. C'est sûr que les cabines de télémédecine qu'on utilise dans le contexte français, ce sont des cabines qui ne pourront pas marcher dans notre contexte parce que simplement le débit Internet n'y est pas. Simplement le courant 24/24 ne permet pas de le faire. Les formes de rémunération sont aussi importantes à définir. C'est clair qu'il n'y a pas de sécurité sociale dans la plupart de nos pays. Alors ce qu'on fait, c'est de définir des mécanismes financiers qui peuvent faire en sorte qu'on peut non seulement financer ceux qui font la demande,
ceux qui font l'interprétation, mais aussi un mécanisme qui va permettre de financer l'amortissement du matériel. Parce que les examens sont payants. Et dans tous les cas, le patient est gagnant. Ce qu'on évite aux patients, c'est le transport vers la ville, c'est le logement vers la ville. Et dans certains de nos projets, on fait un mécanisme financier avec une clé de répartition à 3 niveaux de cette manière. Donc une partie qui va permettre de rémunérer ceux qui font la demande, qui ont été formés pour ça, une autre partie qui va permettre de rémunérer les spécialistes et une autre partie qui va permettre de remplacer de l'équipement. Et effectivement, la réglementation manque dans beaucoup de nos pays, mais c'est très important parce qu'ils commencent à avoir des assurances maladie. Donc pour que l'assurance puisse prendre en compte ces activités, il faut que ce soit réglementé et il faut que ce soit intégré dans les processus de soins. Donc pour intégrer la télémédecine dans les processus de soins, il faut vraiment la réglementation. Et c'est cela qui va permettre de pérenniser ces activités-là. Parce qu'in fine, ce qui différencie, c'est la notion de distance. Le médecin dans le CHU, il va savoir que dans la journée, il a 20 patients à voir, 10 patients sont devant son bureau et les 10 autres sont ailleurs. Donc ça peut rentrer dans ses activités de routine si elle est réglementée. Donc voilà un peu en quelques minutes ce que je voulais partager avec vous sur les aspects pratiques de la télémédecine sur le terrain Afrique subsaharienne actuellement. Je vous remercie pour votre attention.